après. Je commence à prendre la parole pour que vous commenciez à vous installer parce que vous avez cru comprendre que le déroulé du temps est un peu modifié en raison de la venue de Jean-Louis Borloo. Et ça me permet également de commencer à demander si la régie veut bien passer sur le support qui va être présenté, juste pour qu'on ait les bonnes indications. Un mot sur le temps, nous serons amenés à finir un peu avant 18 h pour que l'espace soit réagencé avant le temps entre Jean-Louis Borloo et le président Sébastien Martin. Et nous allons donc tout de même tenir ce à quoi nous nous sommes engagés lorsque vous êtes inscrits à ce temps sur les sujets de ressources humaines. Donc je redis bonjour à ceux qui sont installés entre-temps. Je vais commencer doucement par présenter un peu l'atelier. Donc moi-même, je suis Simon Moreau, je suis de l'équipe d'Intercommunalité de France. Vous êtes sur l'atelier sur quel sens du travail face aux enjeux actuels des ressources humaines. Donc le sujet de l'atelier, c'est d'aborder la question de ce sens au travail dans les intercommunalités, alors que vous devez composer en tant qu'employeurs territoriaux avec différents enjeux, avec différentes évolutions. Alors on a parlé de l'attractivité dans les recrutements, dans la fidélisation, le rapport au temps dans nos organisations qui avait fait l'objet d'un précédent atelier, et puis d'autres phénomènes comme celui dont on entend ô combien parler de l'intelligence artificielle. Alors pour développer cette thématique, nous avons en tribune, nous avons le plaisir d'avoir 4 intervenants qui vont proposer leurs observations, leurs réflexions ou les démarches qu'ils ont menées sur ce sujet-là. Par ordre alphabétique, Xavier Dupont, vous êtes président de la communauté de communes de Touraine-Ouest Vallée de la Loire. Val-de-Loire, pardon. Touraine-Ouest Val-de-Loire, autant pour moi. À vos côtés, Danielle Linhart, vous êtes sociologue spécialisée sur les questions de travail et directrice de recherche émérite au CNRS, le Centre national de la recherche scientifique. Je continue comme cela. Célia Escura, vous êtes directrice générale des services de Haute-Corrèze Communauté. Vous êtes par ailleurs vice-présidente de l'Association des directeurs généraux des communautés de France, ADGCF. Et enfin, Thomas Fromentin, vous êtes président de la communauté d'agglomération du pays de Foix-Varilhes, dans le département d'à côté, pourrait-on dire. Et par ailleurs, vous êtes président de l'association Ressources humaines et Administration. Le temps que nous finissions par nous installer, pour vous dire que cet atelier donc, va prendre un déroulé un peu différent. Nous allons aborder les thématiques que nous voulons vous exposer pour que vous ayez des idées, des réflexions et que vous puissiez échanger. Nous allons donc avoir les interventions prévues et d'ici 35-40 minutes maximum, nous vous passerons la parole pour que vous puissiez rebondir, vous puissiez partager ce que les réflexions que nous vous proposons évoquent chez vous. Et à ce moment-là, nous vous demanderons de bien vouloir vous présenter pour faire nourrir le débat. Donc ce sujet du sens au travail face aux enjeux actuels, les enjeux, j'en ai énuméré certains, il y en a d'autres. Ce que nous voulions vous proposer, c'est d'avoir un propos introductif par vous, Danielle Linhart, parce que on est quand même sur des évolutions du travail qui sont maintenant étudiées, notamment dans vos travaux de recherche. Vous avez mené une enquête sur les agents des services publics en préfecture, à l'équipement, je crois, et au rectorat. Et on voit qu'on est en fait sur un phénomène que vous avez étudié, celui de la modernisation managériale. Qu'est-ce que les sciences sociales nous apportent pour un peu resituer les éléments sur le temps long ? Oui, alors merci de l'invitation. Mon propos va être nécessairement un peu caricatural et je m'en excuse d'avance parce qu'en 15 minutes, essayer d'analyser la modernisation managériale, c'est bien entendu très, très restrictif. Donc, je vais essayer de vous proposer une analyse du modèle managérial de modernisation qui s'est mis en place en réalité dans le secteur privé entre les années 80 et les années 2000, puis progressivement il s'est installé dans le service public, dans le secteur public, avec beaucoup de systématicité. Et donc je vais parler de façon générale, pas spécifiquement sur le secteur public, mais de la modernisation managériale et comment est-ce qu'on doit la considérer. Alors, comme je crois que je m'adresse à un public de RH plutôt, non, j'imagine, je vais essayer de montrer à quel type de contradiction, de tension vous êtes confrontés, parce qu'effectivement, la modernisation managériale a introduit des paradoxes extrêmement forts, extrêmement violents au sein du modèle. Je dirais, pour aller assez vite, que il y a une rupture qui s'est introduite par rapport à l'ancien modèle taylorien-fordien en ce qui concerne la mobilisation, la forme de mobilisation et de gestion des salariés. Et cette rupture, elle s'est caractérisée essentiellement par une individualisation systématique de la gestion des salariés et de l'organisation de leur travail. Et ce, en quelque sorte, en
en essayant, du point de vue des directions, de résoudre les difficultés qui avaient surgi avec la mise en cause de l'ordre social dominant dans les entreprises avec mai 68. Une critique extrêmement forte qui acculait le patronat, qui lui créait un véritable traumatisme et l'obligeait à trouver des solutions. La première solution, qui effectivement était disruptive, c'est l'individualisation, la focalisation sur la personne, ce qu'on peut appeler l'humanisation, voire la surhumanisation de la gestion des salariés qui auparavant, sous Taylor, étaient uniformément traités avec à travail égal, salaire égal, les promotions à l'ancienneté. Et en réalité, ce qui était visé du point de vue patronal à l'époque, c'était de déstabiliser les collectifs. Parce que les collectifs avaient été à l'origine de l'éclatement des grèves de mai 68. Donc, faire la promotion de la personne et mettre en place une rhétorique managériale qui consistait à dire ce qui nous intéresse désormais, c'est la spécificité de la ressource humaine, c'est-à-dire l'intelligence émotionnelle, on parle de gestion des affects, on parle de management des émotions, et donc la subjectivité devient, je dirais, le focus sur lequel vont agir les mobilisations, notamment orchestrées par les managers et puis les RH. Donc on va voir très rapidement se mettre en place des objectifs personnalisés, des évaluations elles aussi personnalisées, des primes différentes pour les uns et les autres, ce qui va mettre en concurrence les salariés les uns avec les autres. Mais au-delà de cette concurrence des salariés les uns avec les autres, il y a encore plus fort parce qu'on va assister à une psychologisation de cette relation au travail et chaque salarié va être invité à se mettre en concurrence avec lui-même. Il faut se dépasser en permanence. Il faut sortir de sa zone de confort et grandir. Vous connaissez bien cette litanie managériale. Et donc, il y a une sorte de mise en place de dispositifs visant à stimuler l'inventivité, la réactivité, la résilience, la loyauté, le goût du risque, etc., des salariés. Bon. Ça, c'est une espèce de narcissisation en quelque sorte et qui a justement pour le secteur public beaucoup de travers parce que au lieu de mobiliser les salariés en fonction ou les agents en fonction de valeurs du service public, valeurs républicaines, eh bien ce qui va être mis en évidence c'est faites-vous plaisir, montrez que vous êtes le meilleur, soyez dans la compétition, mettez-vous au défi et en quelque sorte il y a une réduction du périmètre d'investissement, d'implication, d'engagement des salariés. C'est plus tellement dans les valeurs du service public, mais on doit se faire plaisir, on doit se réaliser soi-même, on doit s'exprimer soi-même au travail. Donc ça, c'est un aspect qui est très important. Alors, bon, moi, je le montre de manière peut-être un peu schématiquement négative, mais on pourrait se dire, au fond, pourquoi pas ? Est-ce que c'est pas mieux de respecter la qualité, l'unicité de chaque élément de la ressource humaine ? Est-ce que nous ne sommes pas dans des sociétés où nous devons précisément encourager cette volonté de chacun de s'affirmer, de se singulariser, de s'exprimer à travers son travail, même si c'est pour des raisons narcissiques, on peut dire pourquoi pas, pourquoi pas. Le problème, c'est que cette focalisation sur la subjectivité, l'intuition, les capacités subjectives, etc., elle va se fracasser contre un deuxième élément de l'entreprise très important qui est l'organisation du travail. Parce que l'organisation du travail reste sous l'emprise de la philosophie et des modalités techniques du taylorisme. On a des procédures, des protocoles, des méthodologies, des codifications, des reportings, des bonnes pratiques qui sont concoctées par des consultants de grands cabinets internationaux qui sont là pour penser de façon abstraite et à distance du terrain, pour penser à la place des professionnels qui, sur le terrain, sont confrontés à leurs missions et aux moyens qui sont mis en place pour réaliser ces missions.
il y a une séparation extrêmement nette qui continue entre la conception et l'exécution. Et là, on est vraiment dans la philosophie taylorienne parce qu'elle se résumait à ce constat qui est le savoir, c'est du pouvoir. Et si on laisse, à l'époque de Taylor, le savoir aux ouvriers dans les ateliers, on leur laisse le pouvoir. Et du coup, la productivité sera moins bonne parce qu'il y a la flânerie systématique. Et du coup, comme disait Taylor, eh bien, c'est la nation américaine qui en fera les frais. C'est le bonheur américain qui ne se réalisera pas parce qu'il n'y aura pas beaucoup de biens en abondance. Il n'y aura pas de biens en abondance et à des prix abordables sur le marché. Et cette logique d'obliger les salariés à travailler en fonction d'une organisation du travail pensée en dehors d'eux, elle continue d'être extrêmement prégnante et donc elle entre complètement en contradiction avec la dimension de mobilisation qui invite chacun dans sa subjectivité à s'impliquer dans le travail. La question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on... Taylor, il a dépossédé les ouvriers de leur savoir, tout simplement en transférant le corpus des connaissances de métier aux ingénieurs qui entouraient le patron. Mais comment est-ce que se produit à l'heure actuelle cette attaque, on pourrait dire, cette privation de connaissances que pourraient avoir les professionnels sur le terrain pour qu'ils se soumettent aux procédures, aux protocoles, etc., pensés en dehors d'eux, eh bien, il y a la pratique du changement permanent qui est systématiquement mise en place depuis une quarantaine d'années, et ça a commencé, on l'a vu, par France Télécom, qui était le laboratoire expérimental de cette politique de changement permanent. Et le changement permanent, entre autres, vise à mettre en obsolescence les savoirs, les connaissances, les compétences, l'expérience individuelle et collective qui étaient détenues par les professionnels de terrain. Et effectivement, ça conduit à un déboussolement, à une perte de repères, à une précarité subjective. On n'est plus sûr de rien, on ne maîtrise pas cognitivement véritablement ni le contenu, ni l'environnement du travail qui change tout le temps. Et du coup, on est obligé de s'en remettre aux prescriptions, aux protocoles, enfin à tout ce que j'ai nommé tout à l'heure, comme à des bouées de sauvetage. Donc on a là une source aussi de souffrance, de perte de savoir en général, mais aussi une source de souffrance parce que les salariés ou les agents ne peuvent plus se faire confiance à eux-mêmes parce que leur expérience, les connaissances qu'ils ont accumulées, c'était, comme on leur dit, pour avant. Et maintenant, tout a changé, donc il faut bien qu'ils s'en remettent aux spécialistes qui détiennent un corpus de connaissances qui se renouvelle dans une accélération temporelle effroyable. Et donc, c'est extrêmement difficile d'être en capacité de détenir les meilleures connaissances. Il faut leur faire confiance. Ça, c'est la situation dans laquelle se trouve une grande partie des salariés et des agents en France. Et par rapport à cette situation qui est délétère, qui explique pour partie pourquoi il y a tant de risques psychosociaux, de mal-être au travail, tant de burn-out, parce qu'il faut renouveler la maîtrise cognitive de son travail en permanence quand on restructure les départements et les services, quand on recompose les métiers, quand on change les logiciels tout le temps, quand on crée des mobilités systématiques, quand on met en place des déménagements. Eh bien tout ça crée une véritable souffrance, une fatigue, parce que c'est comme les travaux de Sisyphe. On sait très bien que malgré tous les efforts qu'on produit, dans 1 ou 2 ans, sans aucun bilan, une autre réforme, un autre changement va être mis en place. Donc on a là une des sources de la souffrance au travail qui se traduit pour beaucoup par le burn-out, qui n'est pas simplement un épuisement professionnel, mais qui est aussi un effondrement de soi. Parce que c'est l'image de soi qui est très atteinte. Les professionnels de terrain, et notamment les agents du service public, qui ont une grande fierté par rapport à leur travail, sentiment d'utilité sociale, un sentiment de répondre à des valeurs républicaines qui leur tiennent à cœur, eh bien, ils ne se sentent plus à même de pouvoir bien faire leur travail. Et j'ai des collègues psychologues qui disent qu'une des grandes souffrances, une des grandes causes de la souffrance, c'est précisément ce qu'ils appellent l'empêchement de bien faire son travail, ce qui est effectivement l'objectif de la
quasi-totalité de tous les salariés et de tous les agents en France. Alors, par rapport à ça, les DRH, qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent en place, je caricature, mais les DRH de la bienveillance et du bonheur. Alors ils disent effectivement, oui, la situation que vivent les salariés dans les entreprises, dans les institutions, est difficile parce qu'il y a une concurrence difficile, parce qu'il faut économiser les budgets publics, les finances publiques, parce que voilà, il faut renouveler, il faut être toujours à la hauteur, avec une accélération temporelle. C'est difficile, mais nous, souvent ce qu'on entend dans les entreprises, quand on fait des enquêtes, c'est les DRH, et nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour créer un environnement de travail qui vous rende les choses plus faciles. Alors, on voit se mettre en place ce que j'appelle une surhumanisation du travail, avec des séances de yoga, des séances de massage, parfois des séances de fou rire organisées par des coachs. On le voit dans certaines entreprises, des week-ends festifs ou des soirées festives, des conciergeries. Bref, il y a une sorte d'enrôlement mielleux, je dirais, de l'environnement de travail, de telle sorte à ce que les salariés aient la vue plus facile et puissent s'adonner à ce dur combat que représente désormais le travail. Alors, par rapport à ça, je ne dis pas que c'est mal de faire ça, c'est mieux. Tous les salariés disent on préfère avoir ça que rien, mais je pense que la réelle piste de réflexion qui devrait se profiler dans la tête des managers, c'est plutôt que de faire comme si on respectait vraiment la dimension humaine du salarié ou de l'agent, respecter sa professionnalité. Respecter le rôle professionnel qu'il endosse, respecter ses compétences, sa volonté de bien faire, tout ce qu'il a accumulé comme expérience et qu'il souhaite utiliser pour faire un vrai travail qui ait du sens et qui satisfasse véritablement les besoins des usagers. Or, si on résume le modèle managérial, il se caractérise par le fait qu'il y a un focus sur la dimension subjective, la dimension humaine. Voilà, par exemple, quand les directions d'entreprise recrutent quelqu'un, elles demandent au recruteur trouvez-moi non pas le bon professionnel, mais trouvez-moi la bonne personne. Et c'est là qu'il y a une erreur fondamentale, parce que la bonne personne, elle est fragile. Si elle n'est qu'une personne, si elle n'est pas revêtue de son rôle comme une carapace, de son rôle professionnel, elle devient fragile, vulnérable, elle va être sensibilisée à des émotions qui ne sont pas toujours les plus positives, la peur, ou la volonté éperdue d'être reconnue. Bref, je crois que s'il y a un message à faire passer, c'est l'importance de réhabiliter justement la professionnalité, la compétence, le savoir travailler des salariés, le respecter, le mobiliser, plutôt que de s'attarder à prendre en considération tous les aspects les plus subjectifs de la personne. Merci beaucoup Daniel Lunard pour ces premiers propos qui permettent de vous donner quelques éléments pour situer donc, ces phénomènes tels qu'ils ont pu être étudiés. Nous poursuivons ce temps pour vous planter le décor avec un temps, et j'appelle pour ça Clément Baillac de l'équipe d'Interconnecté de France, un temps sur l'intelligence artificielle. C'est un sujet, comme à peu près tout le monde, l'association a dû s'y mettre, et de voir comment les travaux de l'association menés aussi avec les interconnectés nous amènent à devoir aborder cette question pour notre affaire de ressources humaines. Merci Simon, bonjour à toutes et à tous. En effet, on m'a demandé de faire court, donc une capsule brève sur l'intelligence artificielle. Donc avant d'aller sur des conséquences RH et organisationnelles qui vous intéressent aujourd'hui, on en parle beaucoup de l'IA au sein de nos travaux associatifs notamment, avec curiosité, avec emballement parfois, mais aussi avec inquiétude. Et parfois à raison. Revenons quand même d'abord sur la définition de l'intelligence artificielle. On peut prendre celle de l'Union européenne, qui a beaucoup travaillé sur le numérique notamment, qui l'a définie comme une discipline vieille de 60 ans, je le rappelle, et non une technologie unique, qui vise à reproduire des capacités cognitives humaines à l'aide de sciences et de techniques comme les statistiques, l'informatique, les mathématiques ou la neurobiologie. Donc ça, c'est pour la définition de l'IA. Désolé pour les spécialistes.
Au sein de cette discipline, vous avez une forme particulière qui s'est imposée, qui est l'intelligence artificielle générative, qui peut donc créer du texte, des images et du son en imitant ce qu'elle a appris à partir d'un volume considérable de données. Donc voilà pour les éléments de définition qui me semblent importants. Mais derrière cette apparente abstraction, l'IA repose sur des besoins bien concrets, notamment, je l'ai dit, des données, parfois sensibles, dont la gestion et la sécurité constituent un enjeu majeur pour les collectivités. En d'autres termes, si vous n'arrivez pas à protéger vos données, pas la peine de parler d'IA. Des algorithmes également qui traduisent, et j'insiste, des choix politiques et culturels, même s'ils sont basés sur des calculs, et une puissance de calcul considérable, dépendante de ressources physiques et énergétiques importantes. Donc, elle s'inscrit dans un monde réel, cette IA. Et sur ce dernier point, ça pose la question de la réversibilité des démarches IA, notamment dans le cadre de la limitation des ressources. Mais je m'arrête là parce qu'il faut être court. En 2023, donc, Intercomité de France et son réseau numérique Les Interconnectés, voyant l'arrivée massive de solutions d'IA, et notamment d'IA générative, que vous avez tous connues, que sont ChatGPT, c'est son accessibilité au grand public donc, qui est arrivée. Et de plus, les annonces de l'État, gouvernementales et de l'État, de généralisation de l'IA, et notamment l'IA générative, dans les services publics et dans les services publics locaux. Petit signal au passage à l'outil Albert, que certains peut-être ont connu dans leur maison France Service. Parce qu'on n'avait pas consulté les collectivités pour le mettre en place. Donc, voyant cela arriver, nous avons souhaité lancer, enfin les Interconnectés et Intercommunautés de France ont souhaité lancer les assises territoriales de l'IA, qui était une grande concertation dans vos territoires et qui ont conduit à un manifeste pour une intelligence artificielle responsable autour de 4 principes: l'utilité sociale et territoriale, l'équité et la non-discrimination, un très gros biais de l'IA, on n'a pas le temps s'il y a besoin de tir, la transparence et l'explicabilité, et la compatibilité environnementale pour les raisons que je viens d'évoquer. Ce travail aussi s'est accompagné de la création du bibliothèque territoriale de l'IA qui recense les expérimentations locales. Ce qu'on peut en dire aujourd'hui sur les statistiques, c'est que plus d'un tiers des collectivités déclarent avoir recours à l'IA. Et souvent, et ça vous intéresse, pour des sujets internes à l'organisation. C'est la première utilisation de l'IA, pour l'interne de l'orga, pour la gestion documentaire, pour l'automatisation des tâches. Et les 3/4, dans ce cas, utilisent l'intelligence artificielle générative. Très bien, on s'est dit ça. Mais ces usages, ils peuvent poser des questions organisationnelles et humaines majeures. Première question et enjeu. L'IA n'est ni objective ni infaillible. Ni objective, pourquoi? Parce qu'elle reproduit des biais existants, par exemple, dans la société et peut les amplifier. Des biais historiques, d'autres prix, etc. Elle fait des erreurs. Toute personne qui a utilisé ChatGPT le sait. Les outils génératifs commettent des erreurs appelées des hallucinations, entre autres. Pour ne fâcher personne, pour ne pas fâcher des collectivités, à New York, par exemple, un chatbot public a été mis en place qui diffusait de fausses informations sur le droit du travail, incitant des entreprises à enfreindre la loi. Donc c'est un exemple parmi pléthore. Deuxième question, l'introduction de l'IA dans les administrations publiques modifie en profondeur les conditions de travail. Et là, ça vous intéresse. 1 minute, très bien. les conditions de travail des agents. On imagine souvent, et on l'entend, l'IA allège la charge des agents. En réalité, c'est plus nuancé. Ça peut arriver, mais aussi, et c'est la Cour des comptes qui le dit, les outils peuvent accroître la charge de travail en générant davantage d'irrégularités à traiter, par exemple, quand l'IA fonctionne, et quand elle ne fonctionne pas, c'est à traiter les réponses erronées de l'IA en supervision. Elle peut augmenter aussi la charge cognitive nouvelle pour comprendre, superviser, rectifier les productions, mais je ne rentre pas dans le détail. Troisième question, préservation de l'expertise métier. Et ça fait écho à ce que vous disiez tout à l'heure.
Lorsque la décision ou l'analyse est déléguée à un algorithme, on réduit la part de jugement du professionnel. Donc les agents risquent alors de se conformer à des recommandations automatiques au détriment de leur savoir-faire et de leur autonomie. Donc ça, c'est assez important, et France Stratégie parle de prolétarisation du travail. C'est France Stratégie qui en parle. À force de suivre des systèmes qu'ils ne maîtrisent plus, les professionnels perdent la capacité d'en comprendre les logiques et d'exercer pleinement leurs responsabilités. Et j'en termine par là. Il faut rappeler quand même que l'action publique repose sur 2 piliers essentiels qui sont la transparence et la redevabilité de l'action publique. Donc on peut s'interroger quand même quand on voit que nombre de collectivités publient, peu d'intercommunalités publient encore, comme la loi l'exige, un inventaire des algorithmes qu'elles utilisent. Donc elles ne le font pas. Et puis on peut rajouter, beaucoup d'agents utilisent spontanément l'IA, sans cadre, ni accompagnement, ni formation. Voilà, donc là c'est pour les problèmes que ça pose en organisation interne et sur les RH. Ces constats n'appellent pas de notre part, association, à dire qu'on rejette l'IA, mais à sa maîtrise collective. Et c'est en cela que le plaidoyer a été rédigé, et c'est en cela qu'est basée toute la démarche d'Interconnectés de France et du réseau des interconnectés. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop... Très bien, non, merci pour ce propos, et que tu puisses rester avec nous, parce que pour ceux qui sont arrivés entre-temps, le fait que nous ayons raccourci atelier fait que nous vous proposons les éléments de réflexion, et qu'ensuite vous puissiez poser les questions à nos intervenants qui sont venus ici, à moins que vous souhaitiez réagir sur l'intelligence artificielle ou dans le gré des débats. Ce qui est aussi intéressant à voir, c'est que cette question du sens au travail, on en parlait, Xavier Dupont, lorsqu'on a préparé l'atelier, elle trouve un écho qui peut être favorable au sein des intercommunalités, parce que votre constat à vous, dans une intercommunalité avec beaucoup de compétences sur des métiers variés, c'est qu'on a une approche par les métiers, et ça c'est un avantage aussi par rapport à ces questions de sens. Quelles sont vos observations dans votre intercommunalité ? C'est une observation croisée. Je pense qu'on a tous une double casquette. On est maire et en même temps président d'Interco. Et autant dans des administrations où on reproduit avec de l'innovation, mais souvent les mêmes métiers. Je peux penser à l'école, l'entretien des espaces verts, tout ce qu'on peut faire dans une commune. On est bien dans l'ADN du statut, de la fonction publique, où on prend des gens qu'on forme. Le concours, etc. Et on est sur des carrières où on peut se projeter sur la carrière. En interco, c'est très différent. Le périmètre change tout le temps. On prend des compétences très vite. On est des structures qui sont en croissance. Donc même en termes d'organisation, c'est pas... bon, il y a un DGS, des DGA, etc. L'organigramme, il bouge tout le temps parce qu'on prend un nouveau métier et d'un coup, ping, des fois, on va prendre 20 agents, 50, 100 agents dans des grosses collectivités. On est sur des directions à 2000 agents. Enfin, donc, on n'est pas du tout sur les mêmes besoins de recrutement et sur la même temporalité. Et c'est vrai qu'on s'oriente assez naturellement aussi sur des recrutements de profil. On va chercher un savoir-faire, ça revient un peu sur ce que vous disiez. Donc on va avoir un savoir-être, mais on cherche avant tout un savoir-faire. On va avoir des gens souvent qui sont assez loin de la fonction publique. Du coup, moi, je suis quand même attaché à la question des valeurs, parce que mon ADN, c'est quand même plutôt voilà, la municipalité. Donc, je les oblige à faire la formation comme s'ils étaient fonctionnaires d'arriver pour connaître un peu le corpus dans lequel ils vont évoluer. Parce que quand on vient du privé, des fois, ça peut être un peu particulier d'avoir nos organisations, que le chef décide, mais que finalement, pour décider, il doit repasser ça en bureau, puis après en conseil communautaire. Et voilà, enfin, donc voilà, je vous en passe. Donc bon, ça s'accompagne tout ça. Bon, finalement, on y arrive bien, mais c'est vrai qu'on n'est pas sur le même contrat social aussi, parce que des fois, il y a des gens qui disent, bah, tu viens chez nous, on va travailler là-dessus, mais finalement, la perspective qu'on se donne, c'est pas la carrière, c'est 3 ans. 3-4 ans. Je dis par contre, tu restes au moins 3-4 ans. Puis après, voilà, si ça se développe toujours, la personne reste. Si ça devient un peu plan-plan, elle va avoir envie d'évoluer sa carrière sur un autre métier et parfois me retourner dans le privé ou sur des choses assez variées. Et donc, on est quand même sur des sociologies assez variées, mais qu'on marie quand même toujours avec cet ADN assez classique, parce que quand on va être sur les ressources humaines, sur la vie de l'Assemblée, etc., on va être plutôt sur ces profils administratifs qu'on retrouve davantage en commune. Un petit point sur l'IA, parce qu'on a promis d'être court, mais il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est mes DG qui sont là, à la dernière convention, ils ont entendu qu'ils ne seraient pas remplacés par l'IA, mais par des DG qui savent mieux se servir de l'IA que...
depuis, ça m'a fait réfléchir et ça les challenge, hein, ils sont attentifs. Et puis j'avais une autre remarque qu'on avait abordée pendant la préparation. Je fais un peu mon vieux con, j'ai 45 ans, mais ça me rappelle, moi, quand j'ai commencé à travailler, il y a Internet qui est arrivé. Alors on nous promettait monts et merveilles d'avoir Internet sur le téléphone portable en temps réel, etc. À l'époque, on nous le vendait, ça paraissait quand même très très loin. Et donc c'est arrivé, c'est une révolution courte à l'échelle de l'histoire, mais à l'échelle du travail, on a continué à avoir des livres, le Dallo sur le coin du bureau quand même pendant quelques années, quoi. Donc sur l'IA, ça pose beaucoup de choses, mais c'est une révolution rapide et lente à la fois, quoi. Donc on attend aussi d'avoir les applications très concrètes pour les implications dans nos collectivités. Merci. Célia Escura, je ne me demanderai pas si vous savez déjà vous servir de l'IA ou si vous êtes menacé par un futur remplacement, mais plutôt de réagir à cette observation sur l'évolution des profils dans nos intercommunalités, parce qu'à la fois ça peut poser des questions d'un point de vue très concret, peut-être qu'il faut qu'on aille davantage vers plus de contractuels, mais aussi comment on reste sur l'idée d'avoir un agent qui est impliqué dans le projet collectif. C'est effectivement une vraie question. On a beaucoup de contractuels dans nos collectivités qui sont arrivés pour avoir plus de souplesse par rapport au statut de la fonction publique qui nous a amené beaucoup de contraintes, notamment sur des métiers en tension, pour pouvoir recruter et être plus attractifs. Soit. Aujourd'hui, avec les collègues au sein de la DGCF, on se pose quand même quelques questions et sur l'évolution, bien sûr, du statut, mais également sur les contractuels qui aujourd'hui sont dans nos collectivités. Et ce que l'on observe, c'est la démotivation aussi des fonctionnaires et des agents publics qui aujourd'hui sont contraints par le statut et qui voient à côté leurs collègues contractuels bénéficier de souplesse, de négociation. Et ça crée quand même une difficulté aujourd'hui dans le collectif. Et c'est important, vous le disiez Madame Linhart, de consolider ces collectifs. Donc on y travaille, on a des solutions, mais c'est vrai qu'on a aussi beaucoup de limites dans ce domaine-là. Et vous disiez que ce n'est pas forcément les titulaires qui sont dans une sorte de jalousie par rapport au contractuel en soi, c'est plutôt le fait d'avoir ce cadre qui évolue différemment. Et alors, on était aussi sur l'idée que là, on est sur des questions de gestionnaire, mais également, on est à emmener nos agents pour qu'ils aient un sens qui soit lié aussi à leur implication dans le service public. Et à Haute-Corrèze Communauté, vous avez une démarche qui est intéressante à exposer sur la figure du fonctionnaire citoyen qui, je pense, intéressera nos participants. Alors effectivement, vous l'avez rappelé, les métiers sont importants, les métiers de nos agents ont du sens, mais aussi tout simplement la fonction de fonctionnaire. Enfin, en tout cas, nos missions en tant que fonctionnaires ou agents publics dans la cité. Et donc, c'est en cela qu'on arrive à se retrouver, à se réunir, agents contractuels et titulaires, donc sur cette notion d'agent public citoyen, et effectivement, pour incarner les valeurs de la République dans notre quotidien. On a beaucoup parlé tout à l'heure d'égalité sur l'atelier de la parité, de liberté aussi et de fraternité. C'était un des sujets de ma journée de cohésion avec les agents. On a défini le terme fraternité. On a passé 1 heure sur le sujet. Je peux vous assurer que c'était extrêmement pertinent de faire ce travail-là et de voir comment, en tant qu'agent public, on peut faire notre part dans la cité en tant que citoyen. On n'est pas des citoyens ordinaires. Je le pense, je le dis. Et donc, comment est-ce qu'on travaille ça avec eux et comment est-ce qu'on le fait vivre au quotidien pour le porter auprès des usagers, des gens que l'on sert tous les jours. Et peut-être un message, si je peux me permettre, aux élus aujourd'hui, c'est de considérer vos agents publics. C'est extrêmement important. On parle de faire ensemble. Et je pense qu'entre l'administration et la sphère politique, il y a un vrai dialogue qui doit s'établir et un respect et une considération qui doit être réciproque, bien évidemment. Et donc, je vous invite à dire peut-être à vos agents publics tout le bien que vous pensez d'eux. Merci pour c'est à la fois ce retour d'expérience et puis les réflexions. Et avant qu'on vous passe la parole pour être dans les temps, Thomas Fromentin, c'est des choses que vous avez aussi mises en place au sein de l'agglo de Foix-Vary pour associer les agents à la décision, au projet de territoire. Et puis voir aussi que c'est des réflexions qu'on mène au sein de la commission que vous présidez au sein de l'association. Oui, en fait, je vais rebondir sur ce que Célia Escura vient de dire avec l'idée du faire ensemble. Et effectivement, et aussi le lien avec le sens. Quel est le sens, en gros, à se lever le matin, à venir au travail? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc aussi, effectivement, peut-être les mots plus anciens d'intérêt général, de valeur de la République, etc., et comment, quelque part, on réactive ça. Alors nous, en fait, ce qu'on a fait sur l'agglomération, c'est quelque part reprendre
allez, j'utilisais les grands mots, mais l'ADN de l'intercommunalité, c'est le projet. C'est le fait de, voilà, je mets en place un projet de territoire. Et avec notre idée qui était le fait de dire comment on associe, comment on fait participer, comment on implique les agents à ces projets, à ce projet de territoire, mais aussi à des projets qui peuvent être déclinés au fur et à mesure pour toujours être dans la logique à quoi sert mon travail? Eh bien, au projet qui est porté par cette collectivité. Et en plus, j'ai participé à l'élaboration. En tous les cas, je me suis impliqué dans la mise en œuvre de ce projet. On le fait de différentes manières, mais une des actions que nous menons, c'est le fait de constituer des groupes travail ou des groupes projets qui sont constitués d'agents volontaires, qui sont les plus divers au sein des services, pour lequel nous venons déterminer un cadre de ce pourquoi on doit parler. Est-ce que c'est l'organisation du temps de travail? Est-ce que c'est le projet de territoire? Est-ce que c'est les enjeux de mobilité? J'y viendrai après. Est-ce que c'est les enjeux d'intelligence artificielle? On pose le cadre et puis après, on laisse, passez-moi l'expression, travailler ces agents volontaires en demandant au directeur de se mettre en retrait de ces groupes de travail pour que la parole soit plus libérée. On sait que ce n'est pas toujours facile pour un agent de parler alors que son directeur est juste à côté. Et on constate sur les différents sujets que nous avons mis en œuvre, voilà, cet engagement, cette implication de se dire on fait partie de l'ensemble, de la volonté justement de faire ensemble, et nous avons vraiment de bons retours, également d'ailleurs sur l'implication de l'agent au sein de la collectivité. Et pour faire le lien avec l'intelligence artificielle, ben, c'est comme ça qu'on y rentre dans l'intelligence artificielle, parce que ce qu'on constate comme tous, je suppose, c'est qu'en fait il y a une utilisation que je vais qualifier de sauvage de l'intelligence artificielle, utiliser ChatGPT parce que ça va plus vite pour faire un courrier, pour rédiger une note, etc., etc. Mais avec tous les désordres qu'il peut y avoir derrière, et en rentrant aussi par le fait que, certes, il y a des questions professionnelles, mais il y a des questions aussi plus globales. La souveraineté des données, les enjeux, les enjeux écologiques. Moi, je disais la robotisation des actions, ou en tous les cas, le fait qu'on perde de l'expertise métier parce que, quelque part, c'est un robot informatique qui va dire il faut faire comme ça. Et donc, on y rentre par ces grandes logiques. Là, pour le coup, on ne le faisait pas les autres fois, mais là, on fait accompagner d'une expertise, d'un expert qui va venir aussi répondre, parce que c'est des sujets qui sont complexes, ou en tous les cas, interagir avec les agents. Et effectivement, aussi pour un peu être dans ce respect des compétences et des savoir-faire que peuvent apporter nos agents, y compris sur cette question de l'intelligence artificielle. Merci à vous. Donc voilà pour ce qui était de cette première séance d'exposition de points de vue. Nous allons faire passer des micros dans la salle pour que vous puissiez interroger nos 5 intervenants de cette fin d'après-midi d'ici 17h55 avant que la salle soit reconfigurée. Pour ce qui est des prises de parole, nous vous demanderons de bien vouloir vous présenter, dont votre intercommunalité, pour qu'on puisse situer qui vous êtes. Et n'hésitez pas à vous manifester parce que nous avons la lumière en pleine tête et donc c'est difficile de vous voir. N'hésitez pas. Si je ne vous vois pas, je peux aussi interroger. Je fais attention. Peut-être que le temps une question soit posée. Daniel Linard, j'ai vu que vous avez réagi au gré des différentes prises de parole qui ont été faites. Est-ce que c'est des choses qui vous évoquent des travaux un peu plus sur le long terme, sur ce qui a été mentionné dans un cadre particulier de nos intercommunalités en sujet de RH? Non, mais il y a une chose qui m'interpelle et j'aimerais bien proposer à la réflexion, c'est est-ce que vous trouvez normal qu'on appelle ça intelligence artificielle? Il y a une vraie question sur l'intelligence, parce que précisément ce qu'est l'intelligence, c'est quelque chose qui relève de l'être vivant, qu'il soit un animal ou un humain, mais c'est une capacité d'invention, d'anticipation, d'imagination, non. Et moi, je crois que intelligence artificielle sont deux termes, c'est un oxymore, c'est pas possible. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouverais intéressant qu'on ouvre un débat sur la dénomination de l'intelligence artificielle. Je sais pas si ça se dit. Alors, est-ce que ça suggère des compléments à ce propos? Il y en a une. Voilà.
Merci madame. Oui, bonjour, Irène Félix, présidente de l'agglomération de Bourges. Je rebondis sur ce que vous disiez et je voulais relayer, vous mettre en partage le propos de quelqu'un que j'avais entendu dans un autre cadre qui, finalement, face à ces mutations du travail, disait ce qui va rester et qui résistera à ces mutations-là, ce sont les artisans. Et derrière la notion d'artisan, il y avait bien sûr la notion de ce geste qu'on reproduit pas forcément, mais de cette forme d'intelligence. En fait, on peut être artisan dans une entreprise industrielle ou artisan dans une administration, mais cette notion d'artisan, je ne sais pas, est-ce que ça vous fait réagir et comment? Qui souhaite à ce propos avoir une réaction? Parce qu'après, on peut toujours, moi, Madame Linard, je peux vous interroger sur ces notions-là, parce que vous parliez du geste, Madame Félix, on est également sur de l'intelligence collective, hein, vous vouliez souligner cet aspect-là, et quand on préparait l'intervention, vous disiez, il y a une dimension dans le travail qui est celle du don, que vous observez à plusieurs égards, et je pense que ce don-là va vous intéresser aussi sur la façon d'emmener vos agents dans le projet poétique. Il y a deux choses. Il y a effectivement la dimension du don qui est très très importante, et c'est pour ça que je m'insurgeais tout à l'heure dans mon commentaire, mais qui était trop schématique, sur le fait qu'avec cette personnalisation et l'idée de trouver votre plaisir personnel dans le travail, on était en train de mettre en difficulté cette dimension du don, de la générosité dans l'engagement de soi au travail. Parce que, moi, j'ai fait énormément d'entretiens avec des salariés, et ce qu'ils disaient toujours, c'est qu'ils ne travaillaient pas pour eux-mêmes, ils travaillaient pour satisfaire vraiment le besoin d'autrui, et ils voulaient pouvoir être fiers de ce qu'ils font. Et notamment dans le secteur public, j'ai fait des enquêtes avec des collègues, et on avait été littéralement fascinés par l'importance que prenaient les valeurs de service public. Alors c'était il y a une dizaine, quinzaine d'années, j'ai peur que ça ait évolué, et les gens disaient que ces valeurs de service public anoblissaient totalement leur travail, et qu'ils étaient fiers de ce qu'ils étaient, parce que c'était pas uniquement le métier qu'ils connaissaient, qu'ils appréciaient, mais c'est surtout qu'ils se faisaient dans un cadre très particulier, un cadre moral, un cadre républicain, et avec cette dimension des égalités. Il nous disait toujours cette dimension de l'égalité. Vous savez, dans le service public, nous, tous les agents, on est égaux entre nous, tous les usagers sont égaux entre nous, et nous, on n'est pas au service de nos usagers, on est au service du service public. Donc, on est égaux avec eux aussi. Donc, il y a fait vraiment, chez les plus jeunes comme chez les plus anciens, une véritable implication dans la finalité de leur travail, et qui était extrêmement importante. Et tous les jeunes disaient, moi je suis rentré dans le service public par hasard, parce que c'est un institut qui m'a dit fais le concours de la Poste, ou un collègue qui m'a dit, un parent qui m'a dit ça. Mais une fois qu'on a été sur place, on a été pris en main par les collectifs, justement, qui jouaient un rôle totalement essentiel dans la socialisation aux valeurs du service public, et ils ont dit que notre vie a changé. Et un seul mot aussi, qui est, à mon avis, intéressant, parmi cette population qu'on a interviewée d'agents du service public qui se trouvaient anoblis par ces valeurs, on a remarqué qu'ils avaient une qualité du temps libre assez particulière par rapport à tous les autres salariés du secteur public, avec beaucoup de hobbies, il y en a qui faisaient de la musique, il y en a qui faisaient de la photo, il y en a qui sculptaient, il y en a qui faisaient du sport. Ce qu'on ne trouvait pas nécessairement, c'est quand même, ça nous a beaucoup frappé parmi les salariés du secteur privé. Thomas Frontin, vous souhaitiez réagir, j'ai vu. Oui, juste pour appuyer un peu ce qui a été dit, en rappelant qu'il y a eu une étude qui a été réalisée il y a assez peu de temps par rapport aux envies professionnelles, on va dire, des jeunes. Donc effectivement, il y a en premier les métiers de la mode, etc., etc. Mais juste après, ce sont les métiers de l'intérêt général, du service public, etc., etc. Ça veut dire qu'il y a aussi, contrairement à peut-être ce qu'on pourrait supposer, une appétence de la jeunesse pour des métiers qui font du sens, parce que c'était vraiment ça la logique de l'enquête, et que ce sens est rattaché au fait que ce soit des métiers relatifs à l'intérêt général et au service public. Et j'appuie ce que disait Irène, mais peut-être un peu plus généralement, c'est que cette logique aussi
parfois du tout numérique, du logiciel métier, et plus loin encore après de l'intelligence artificielle, fait qu'on peut constater aussi, ça commence à frémir, c'est assez vrai aux États-Unis, le fait de vouloir revenir sur des métiers d'artisanat, de travailler le bois, de travailler le fer, de travailler, etc., et d'être effectivement, voilà, enfin, un artisan de ce qu'on réalise. Et quelque part, on rejoint derrière l'idée de ce que vous disiez tout à l'heure, l'idée de professionnalité, de compétence. Quelque part, derrière artisan, on trouve ça aussi. Mais on trouve ça, juste un petit mot, dans ce qu'on appelle la révolte des élites désormais. Vous savez, les jeunes qui sortent des grandes écoles, ça peut être Polytechnique, les mines, agroalimentaire, etc. Eh bien, ils disent merci, mais nous ne sommes pas en accord avec l'enseignement que nous avons reçu et nous n'irons pas faire carrière dans les entreprises classiques. Nous irons effectivement faire, ça prouve que ce n'est pas par frilosité par rapport au travail, c'est pas par paresse. Et ils deviennent boulangers, ils deviennent pâtissiers, ils font local, bio, et ils travaillent de leurs mains et disent, voilà, on sait à quoi on sert, on sait pourquoi on travaille, et on sait quels produits on délivre, et c'est quelque chose de très important. Une autre partie va dans les ONG aussi, en disant, bon, on veut du sens, on veut que ça serve, on a besoin d'agir par rapport à l'avenir de l'humanité sur notre planète. Donc, il y a vraiment à la fois les valeurs du service public, mais aussi être les porteurs de valeurs qui garantissent véritablement l'avenir de l'humanité. C'est quelque chose qui est très profondément ancré dans l'esprit de beaucoup de jeunes. Célia Escura. Je suis tout à fait d'accord avec le constat que vous faites. Et beaucoup viennent aussi, ces jeunes, dans la fonction publique, avec des convictions. Et là, j'attire quand même un point, enfin, l'attention. Ils ont beaucoup de convictions sur la manière dont les politiques publiques devraient être menées. C'est pour ça que je suis toujours dans mon idée de dialogue avec la sphère politique et de recentrer vraiment les missions d'un agent public. Qu'est-ce que c'est? Quelle est sa mission? Quelles sont ses valeurs? Quels sont ses droits et ses devoirs, notamment en période préélectorale? Et voilà, de quoi on parle quand on parle de neutralité, quand on parle de laïcité? Ce sont de vrais enjeux. Et quand on parle métier politique publique, aujourd'hui, on a tendance à oublier les valeurs de la fonction publique en tant que, vous voyez, garant de l'égalité d'accès aux services publics. Et une traduction, c'est ce que vous disiez, Xavier Dupont, c'est que quel que soit le statut contractuel ou titulaire, vous les envoyez faire la formation commune. Oui, complètement. Et nous, on a remarqué que la notion de valeur, qui est pas qu'une question de jeunes, hein, qui est une question profonde, parce que le mal-être au travail, c'est souvent des gens dans des structures qui ont perdu le sens du travail, de pourquoi ils travaillent, etc. Et nous, on arrive à recruter des gens très qualifiés avec un niveau de rémunération qui est moindre. Enfin, faut pas se mentir. Il n'y a pas d'intéressement sur les bénéfices. Je leur dis, quand vous venez, vous ne rapportez pas d'argent, vous nous coûtez. Donc, plus vous travaillez, plus ça coûte. Donc, vous n'aurez pas de prime magique qui arrive parce que je ne peux pas vous intéresser aux bénéfices. Il n'y en a pas. Et malgré tout, ils viennent parce qu'ils retrouvent un sens dans le travail. Alors, en effet, il faut que chacun trouve sa place dans l'organisation. Nos organisations, même si elles sont absolument bienveillantes, eh bien, elles sont cadrées. Il faut rappeler qui fait quoi, le rôle de l'élu, le rôle de l'agent. C'est primordial. Voilà. Mais ça s'accompagne. Et par contre, moi, ce que je leur dis en entretien, voilà, à chaque fois, je dis, nous, quand on vient travailler dans le public, moi, je demande un supplément d'âme. Voilà, parce qu'on le fait pour les autres. Donc, il y a un côté de conviction à avoir pour venir. Parce que, voilà, le moteur de l'argent, je vous l'ai dit, franchement, voilà, en tout cas pas chez moi. Il y a un certain nombre de contraintes, je vous l'ai dit, nos organisations ne sont pas simples. Dont dans le privé, c'est pas rose non plus. Mais c'est vrai qu'on a quand même l'intelligence collective, parfois, elle n'a pas besoin d'être artificielle pour être un peu lourde par moment. Donc, mais on arrive à avoir des gens hyper compétents qui sont heureux, qui se réalisent avec un vrai équilibre. Et vous le disiez sur les hobbies, en effet, il n'y a pas de secret. Donc les gens qui viennent avec cet état d'esprit-là et qui le développent dans un collectif, ils ont tendance, ce soir, quand ils rentrent chez eux, à être bénévoles dans l'association, à s'engager sur d'autres sujets. Donc du moment qu'ils ne s'engagent pas contre moi aux prochaines élections, moi, je trouve ça formidable.
quand même, parce que là, on est dans la béatitude. Ils voudraient pouvoir faire tout cela, mais la réalité des situations de travail ne leur permet pas toujours d'avoir cet engagement et cette capacité de don dans leur travail. Il y a quand même beaucoup de contraintes. Non, mais il faut voir les choses en face. Il y a beaucoup de contraintes qui font que c'est pas toujours facile de faire leur travail de fonctionnaire ou d'agent du service public. Et c'est cela dont ils souffrent. C'est l'intérêt de l'atelier de pouvoir mélanger, confronter, faire ensemble les différents points de vue. À ce propos, si d'autres points de vue peuvent être exprimés, nous vous passons volontiers la parole pour que vous puissiez contribuer à ce qui a été mentionné, et il y a une demande de prise de parole. Oui, Claude Benoît, je suis vice-président RH à la CCLG, comité de communes de Grésivaudan. Moi, j'ai très pragmatique. Le problème qui se pose peut-être, en tout cas un enjeu, pourrait être le dosage entre vie professionnelle et vie familiale. Je pense que c'est très important pour les personnes, à la fois de s'investir dans leur travail, mais aussi de préserver, sinon les loisirs, au moins leur vie familiale. Et comment on rend, nous, cette compatibilité, je dirais, entre les deux, le télétravail n'étant pas forcément une solution. Et donc, à partir de là, je crois qu'on a un enjeu là, dans les générations qui gèrent leur emploi du temps et leur agenda de manière un peu différente, peut-être, des anciens, je ne sais pas, mais en tout cas, ça me semble être un enjeu. Merci pour cette considération. Je me tourne voir si ça appelle... Vous souhaitez, Madame Manilert ? Vous savez, il y a quelque chose qui préserve la qualité de la vie privée, c'est lorsque ça se passe très bien du côté de la vie professionnelle. Du coup, même si on est un peu fatigué, même si c'est très prenant, on a un sentiment de cohérence avec soi-même, on a un sentiment de se sentir bien, de ne pas avoir de conflit éthique, et ça rend la vie privée, la vie hors travail, beaucoup plus agréable, même s'il peut y avoir des moments de fatigue ou d'épuisement. On a fait une enquête sur les pénibilités. Juste ce que disait, est pénible le travail quand il est fatigant pour des raisons arbitraires. Mais quand il est fatigant et qu'on sait que le résultat est ce qu'on souhaite, eh ben, c'est pas pénible. Donc il faut vraiment prendre ça en considération, je crois. Merci à vous. Prise de parole ici même, j'ai cru voir, oui, je vous en prie. Bonsoir à tous. Donc déjà, je remercie mon vice-président Claude Benoît qui vient de s'exprimer et qui va prendre soin de mon équilibre vie personnelle et vie professionnelle. Je suis le DGS de la même collectivité. Moi, je voudrais poser une question et donner un commentaire qui me travaille de plus en plus depuis maintenant 1 an ou 2. C'est que nos personnels, ils viennent charger de la charge émotionnelle qu'ils ont dans leur vie personnelle. Et je pense à ce qui se passe en France, je pense à la crise du pouvoir d'achat, je pense aux crises sociétales, sociales, etc. Et en fait, nous, en tant que managers, on récupère ça quand ils reviennent au boulot. Et en fait, on ne peut pas y faire grand-chose parce que c'est de plus en plus compliqué pour tout le monde, même pour nous. Ce qui peut se passer au niveau national, ça peut favoriser certaines angoisses. Et je trouve que ça vient impacter le management de proximité encore plus que ce qu'on a connu avant. Voilà, donc c'est une question commentaire, mais je pense qu'il faut en tenir compte. Est-ce que la question commentaire appelle un commentaire de Monsieur Dupont ? Juste très rapidement, c'est très juste, ne serait-ce que les moments où il y avait de la pression sur le pouvoir d'achat, ben on le sent bien, j'ai abordé les questions financières tout à l'heure, les agents, même avec la meilleure volonté du monde et vraiment avec l'intérêt général chevillé au corps, à un moment, il faut faire les courses, quand on se sent un petit peu pressurisé sur des arbitrages et on rejoint sur les choses, ben, c'est-à-dire, ben, je ne vais pas pouvoir faire ça pour mes gamins, etc. Voilà, il y a des questions d'économie, ben, on a moins la banane quand on vient au travail et on rentre dans une spirale un peu compliquée en termes de management. C'est vrai qu'on a ça à gérer. Et avec nous aussi nos contraintes où on ne sait pas quel sera l'avenir de la collectivité en termes de recettes. Oui, et moi, vraiment, oui, en fait, ça m'intéresse ce qui a été dit parce que ça rejoint aussi ce que dit Célia Escura avec cette histoire de fonctionnaire citoyen. C'est qu'effectivement, le fonctionnaire, c'est aussi quelqu'un qui vit dans la société telle qu'elle est. Et il y a une étude sur les sentiments politiques des Français qui est sortie. Les 3 grands facteurs, c'est impossibilité politique, impossibilité électorale et repli sur la vie privée. Et nos agents ne sont pas étanches, évidemment, à ça. Et donc, il y a forcément des porosités
entre le contexte ambiant et effectivement nos agents. Et ça, je pense que c'est une forme de défi, parce que pour garder aussi l'envie, la motivation, en plus dans des périodes où ça se restreint financièrement, et dire on va toujours au service public local quand parfois il y a des exemples nationaux qui sont assez délétères, c'est pas si simple. Ça peut motiver aussi, mais c'est pas si simple aussi. Et puis parfois en plus, ils sont mis dans le même panier que d'autres. Donc c'est compliqué, ça peut être très compliqué, je suis d'accord avec ça. Alors, ayant le mauvais rôle, je vous dis que nous avons le temps pour une question qui devra être de la taille d'une phrase, de taille normale, sans proposition relative. Donc, allez-y, qui a le micro, je vous prie, allez-y. Bonjour, Steve Ratier, directeur des ressources humaines à Marine Communauté. Le sentiment qui m'anime ces derniers temps, c'est aussi une question de, pour attirer certaines compétences, on a besoin de parfois un peu de détricoter ce qu'on fait. Et malgré tout, on est forcément en dessous dans certains métiers de rémunération du privé. Et au-delà de ça, c'est quand on est dans le champ collectif, comment on arrive à valoriser l'individu qui n'est plus du tout dans une logique d'avantage collectif, mais de c'est quoi ma part différentielle par rapport aux collègues. Voilà, donc on est dans ce cadre qui est très égalitariste, nos grilles, nos avancements de grade, etc. Voilà, donc moi, est-ce que vous avez des débuts de réponse à ça? Alors, effectivement. On est un peu sur la question de la rémunération au mérite. Ça, c'est l'éternelle question dans la fonction publique territoriale. Alors, les collègues qui auront réussi à mettre en place un CIA selon des critères extrêmement bien établis, je leur donne ma carte et vraiment qu'ils m'appellent, parce que je suis en train de l'expérimenter et je me demande comment je vais y arriver pour le mois de décembre, très honnêtement. Je pense que c'est quand même quelque chose d'assez piégeux, en fait. Je crois vraiment que ce que nous dit Madame Lienhardt, c'est travaillons notre collectif. Oui, on peut fortifier l'individu, mais à condition que ça serve le collectif, que l'individu se sente fort et sécurisé pour s'exprimer au sein du collectif et qu'il puisse donc contribuer à être acteur aux côtés des élus sur les projets de territoire, les actions, les projets. Ça, je pense que c'est la vraie construction et la vraie valeur ajoutée que peuvent avoir nos agents. Après, que la prime, elle fasse 100 ou 150 € de moins que le collègue, franchement, ou de plus, pardon, que le collègue, je ne suis pas sûre que ce soit un vrai enjeu, en tout cas dans nos collectivités aujourd'hui. Merci à vous cinq, merci à la salle. On peut applaudir nos 5 intervenants pour leurs propos. Nous en sommes à la fin de l'atelier. Vous pouvez rester ici. Donc on est sur la dernière partie de l'après-midi. Nous recevons Jean-Louis Borloo pour finir cet après-midi de congrès. Merci à toutes et tous.